Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Supan. Le docteur Supan est médecin adjoint agrégé au service des urgences des hôpitaux universitaires de Genève, où il dirige l'unité des urgences préhospitalières et de réanimation. Il est également membre du comité du SRC, le Swiss Resuscitation Council. Nous sommes ici donc pour vous parler aujourd'hui de l'importance du défibrillateur. Docteur Supan, vous êtes responsable de la brigade sanitaire cantonale. Ah, exactement. En fait, l'unité que je dirige comprend des secteurs différents. Alors, dans ces secteurs, il y a un secteur événement majeur, qu'on appelle le secteur ORCA, qui n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et effectivement, le secteur brigade sanitaire cantonale, qui est un secteur plus opérationnel, qui est dirigé, lui, par la doctoresse Birgit Gartner, qui est médecin adjointe au service des urgences et HUG également. Alors, en quelques mots, les unités qui gèrent le préhospitalier permettent finalement de se faire une idée de comment la chaîne des secours est montée. Vous avez tout d'abord le 144, qui est une unité à part entière, dont le rôle est de recevoir les appels, d'engager, de coordonner les moyens. Et puis évidemment, ils ont un rôle de planification, étant donné qu'en fonction de l'activité présumée sur le canton, et là nous avons les statistiques qui existent, eh bien c'est eux qui vont pouvoir déterminer quel est le nombre de moyens, ambulances, SMUR et autres, dont on aurait besoin a priori. Et puis, au-delà du 144 qui a donc ce rôle clé, vous avez derrière les unités effectrices. Et les unités effectrices, elles appartiennent à des entités différentes. Vous avez trois niveaux qui vont intervenir, ou qui peuvent intervenir en tout cas. Le niveau numéro 1, c'est les ambulances d'urgence. Le niveau numéro 2, ce sont les SMUR. Et puis le niveau numéro 3, c'est la supervision. Il y a encore, pour la médicalisation, qui est à peu près à cheval entre les SMUR et la supervision, l'hélicoptère qui peut intervenir. Et ce qui fait partie de la brigade sanitaire cantonale là-dedans, c'est donc l'hélicoptère et les SMUR, ainsi que le médecin superviseur. Les ambulances, elles, appartiennent à des compagnies qui vont être publiques et privées. En cas d'arrêt cardio-respiratoire, le 144 reçoit l'appel, le traite, coordonne et engage les moyens. Et quand je dis engage les moyens, ils vont engager évidemment les first responders, ce qui est extrêmement important, ils vont engager une ambulance de proximité, donc une ambulance d'une compagnie privée ou publique avec deux ambulanciers, et ils vont engager au minimum un SMUR avec un ambulancier et un médecin. Et ce SMUR fait partie donc de la brigade sanitaire cantonale. En fonction de l'âge du patient ou du contexte, ils peuvent décider d'engager directement également un superviseur avec le SMUR, c'est-à-dire un médecin cadre avec des compétences très particulières, ou alors, en fonction de la distance et de la situation, ils peuvent décider plutôt que d'engager un superviseur à un SMUR, d'engager l'hélicoptère de secours Rega 15. Docteur Supan, donc nous sommes ici pour parler du défibrillateur. Pouvez-vous nous donner une vision globale du défibrillateur dans la chaîne de secours? Alors oui, comme vous le savez, les nouveaux guidelines ILCOR, AHA, ERC sont sortis il y a 48 heures maintenant. Ils permettent de voir peut-être même encore un peu mieux qu'avant le rôle prépondérant que le défibrillateur a dans la chaîne des secours même. Comme vous savez, le premier maillon de la chaîne de secours, ce sont les témoins, donc les personnes qui vont appeler à l'aide des personnes qui sont autour d'elles, mais également appeler à l'aide le 144 ou la centrale d'urgence, 112 si on n'a aucune idée en Europe, 115 en France, étant donné que nous sommes assez fréquemment en France voisine également, c'est un numéro important à connaître. Et à partir de ce moment-là, le rôle du 144 va être de coordonner les différents moyens. Le 144, en coordonnant les moyens, il va avoir trois priorités différentes. Priorité numéro 1, c'est de s'assurer que quelqu'un va prodiguer un massage cardiaque externe, donc des compressions thoraciques de qualité. La ventilation, on pourrait y revenir, mais ce n'est pas vraiment l'objet du podcast. La deuxième chose, c'est d'avoir quelqu'un qui va amener ou être capable de trouver rapidement un défibrillateur. Et puis la troisième chose, c'est d'être capable d'engager les moyens professionnels. Et vous avez entendu que j'ai mis une gradation entre les trois, car le plus urgent va être de prodiguer des compressions thoraciques de qualité. C'est capital pour être capable de maintenir une pression de perfusion correcte au niveau des organes vitaux, à savoir le cœur, qu'on va vouloir faire redémarrer évidemment, et le cerveau, qui est l'organe cible, étant donné que c'est lui qui va souffrir en premier et qui va conditionner la survie des patients après. Le défibrillateur, vous l'avez entendu, il arrive finalement en deuxième lieu. Et, les guidelines maintenant disent que si on peut, si on est seul finalement et qu'on peut avoir un défibrillateur en moins de 1 minute, eh bien on a le droit de laisser le patient seul pour pouvoir amener et mettre en place le défibrillateur en 1 minute sans faire de massage cardiaque au préalable.
Et ça souligne effectivement l'importance que le défibrillateur a dans la chaîne des secours, étant donné que le défibrillateur est quasiment le seul moyen hors secours professionnel de permettre au cœur de recommencer à battre de manière correcte si c'est arrêté, et surtout si c'est arrêté en raison d'une ischémie, donc d'un déficit de perfusion du cœur. Vous avez donc donné cette importance au défibrillateur dans le cadre de la réanimation cardiaque. Maintenant, quelle est la complémentarité d'un point de vue médical au massage cardiaque? C'est-à-dire, comment les deux vont apporter une espérance de survie maximale? Alors, vous avez effectivement une complémentarité entre le massage cardiaque et le défibrillateur qui est ou peut être importante. Le massage cardiaque il est obligatoire. Si on souhaite avoir une quelconque chance de survie, le massage cardiaque permet, comme on l'a dit, de maintenir une pression de perfusion au niveau des organes cibles, cœur et cerveau. Et cette pression de perfusion permet d'apporter les nutriments et les composants essentiels à la génération d'énergie. Vous savez sans doute que l'énergie, c'est l'adénosine triphosphate ou ATP, et que pour générer de l'énergie, il faut deux choses, ou générer de l'ATP, il faut deux choses. Il faut du glucose, donc du sucre, comme quoi le sucre n'est pas toujours notre ennemi pour tout, et de l'oxygène, ce qui est extrêmement important. Au moment où le cœur s'arrête, il va s'arrêter dans plusieurs types de rythmes différents. En fait, l'arrêt cardiaque n'est pas une pathologie en soi, mais c'est plutôt le signe clinique d'une pathologie. Il y a une autre pathologie qui aura provoqué l'arrêt cardiaque. Cette pathologie peut ensuite générer un rythme cardiaque différent. Certains de ces rythmes sont susceptibles d'être défibrillés, donc là, le défibrillateur est capital, tandis que d'autres rythmes ne peuvent pas être défibrillés parce que la pathologie qui les a engendrés doit être traitée elle-même avant de permettre au cœur de repartir. Le défibrillateur a donc un rôle qui est clé parce que dans plus de la moitié des cas que nous rencontrons en préhospitalier, les pathologies qui engendrent un arrêt cardiaque engendrent en fait une arythmie maligne, c'est-à-dire que le cœur va se mettre non pas à battre de manière régulière et coordonnée comme il le fait habituellement, mais à se mettre à fibriller ou disons à se contracter de manière erratique, à se contracter de manière qui ne va pas permettre au sang d'être éjecté dans les vaisseaux et d'autoriser du coup une perfusion sanguine, cérébrale et cardiaque adéquate. Dans ce cas-là, pour éviter cette fibrillation, en tout cas pour contrer la fibrillation, eh bien on procède à une défibrillation, c'est-à-dire qu'on administre au cœur un choc électrique, le but étant une remise à zéro, un reset du cœur, pour lui repermettre de se recoordonner de manière adéquate. Et le défibrillateur fait ça extrêmement bien. Il y a énormément de succès et de success stories un peu partout dans le monde, en Suisse également, à Genève en particulier, où le défibrillateur a permis au cœur de se remettre à battre de manière coordonnée et adéquate pour permettre à nouveau au cœur lui-même et au cerveau d'être perfusés de manière correcte. Donc le défibrillateur a un rôle qui peut être un rôle clé. Il ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Il y a un certain nombre de cas où les sauveteurs mettront un défibrillateur en place et c'est des professionnels, ils verront que le rythme ne peut pas être choqué. Donc faire un choc électrique ne servira à rien. Ou alors ils verront directement que le fait de délivrer un choc électrique pourrait permettre au cœur de se remettre dans un rythme qui lui permettrait à nouveau d'être efficace. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de cas dans lesquels le défibrillateur ne servira à rien. Et quand le défibrillateur ne peut pas délivrer un choc parce que le rythme n'est pas dit choquable, eh bien, à ce moment-là, le massage cardiaque est capital et encore plus important au final, vu qu'il va permettre de gagner du temps avant l'arrivée des secours professionnels qui, eux, pourront probablement trouver la raison pour laquelle le cœur s'est arrêté et mettre en œuvre les moyens qui permettront au cœur de repartir. Parfait. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu mieux comment le défibrillateur choisit ou non de choquer? Avec grand plaisir. Un défibrillateur semi-automatique va analyser le rythme cardiaque. Donc, comme vous savez, on n'a pas besoin d'être formé pour employer un défibrillateur semi-automatique. Là, les recommandations sont devenues également extrêmement claires. N'importe quel défibrillateur semi-automatique peut être employé par n'importe qui. Et les instructions à l'intérieur sont normalement suffisamment claires pour permettre à 99,9% de la population de s'en servir. La manière dont ça agit, c'est que, ben, il y a ou des pictogrammes ou une fois qu'on le met en route, il y aura des indications, auditives ou même de temps à autre, certains modèles au moment où on ouvre la sacoche se mettent en route et là, ce que le défibrillateur recommande dans l'immense majorité des cas, à part de rester calme, c'est de mettre les patchs, les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient. Alors la poitrine nue, c'est extrêmement important, étant donné que s'il y a n'importe quel matériel qui empêche les patchs de coller correctement, les électrodes de coller correctement, le défibrillateur ne va pas être capable de délivrer un choc, mais surtout ne va pas non plus être capable d'interpréter le rythme. Parce que c'est là la chose qui est importante, c'est que les électrodes
Ce ne sont pas uniquement les électrodes qui délivrent un choc, ce sont les électrodes qui permettent au défibrillateur d'obtenir une idée du rythme cardiaque. À partir du moment où les électrodes sont en place, les défibrillateurs recommandent de ne pas toucher les patients. Ils recommandent de ne pas toucher les patients, même si on sait qu'il faut éviter les interruptions de compression. Ils recommandent de ne pas toucher le patient pour éviter de générer des artefacts, donc des faux signaux finalement, que les défibrillateurs pourraient interpréter comme étant un rythme cardiaque alors qu'il n'y en a pas, ou alors que le rythme cardiaque sous-jacent est différent à celui qu'on générerait nous en touchant de manière inappropriée le patient pendant que le défibrillateur analyse le rythme. Le défibrillateur, il analyse le rythme et puis là, il a 2 possibilités principales, c'est rythme choquable ou pas. Et ces rythmes sont, pour un défibrillateur semi-automatique, extrêmement simples à reconnaître. Les rythmes dits choquables sont les fibrillations ventriculaires dont nous avons parlé, donc ces contractions inadéquates, inappropriées, inefficaces du corps, ou la tachycardie ventriculaire sans pouls. Alors le défibrillateur ne peut pas savoir s'il y a un pouls ou pas. Certains défibrillateurs vont pouvoir malgré tout défibriller ce type de choc. Ça dépend des contextes, des régulations en vigueur, des défibrillateurs aussi. Mais une tachycardie ventriculaire, c'est globalement le cœur qui va beaucoup trop vite. Et il va beaucoup trop vite en se contractant à un endroit où il ne devrait pas se contracter, normalement. Idéalement, quand il se contracte, le ventricule gauche, qui est celui qui permet d'éjecter le sang au niveau aortique et de générer une pression de perfusion, se contracte de manière à optimiser la sortie de sang. S'il commence à se contracter à un autre endroit que l'endroit idéal, la sortie de sang va être diminuée, voire abolie. C'est pour ça qu'on peut avoir un rythme qui pourrait, à première vue, avoir l'air d'être perfusant, mais ne pas l'être. Donc ça sont les 2 rythmes dits rythmes choquables, la tachycardie ventriculaire sans pouls et la fibrillation ventriculaire. Et puis, il y a 2 types de rythmes dits non choquables, qu'on appelle l'activité électrique sans pouls et la systolie. Ce sont des rythmes dans lesquels, pour la systolie, le corps est complètement arrêté. Donc, on voit ça de manière hyper fréquente dans les séries télé, le cœur qui fait une ligne plate, donc l'électrocardiogramme qui est plat. Et malheureusement, beaucoup de séries télé et de films surtout montrent des professionnels qui choquent des lignes plates ou même de temps à autre des rythmes qui semblent être normaux, qui sont des rythmes organisés. Alors là, malheureusement, c'est une erreur, pour ne pas dire une faute. On ne devrait pas choquer ce type de rythme parce que c'est inefficace, voire contre-productif. Très bien. Il y a un élément qui peut vraiment stresser les first responders, en pleine intervention, c'est l'idée de mettre les patchs à la personne, et de laisser du temps sans compression cardiaque, pendant la mise en place des patchs. On a l'impression qu'en fait, on va avoir une perte de chance de survie. Est-ce que vous avez parlé d'1 minute, tout à l'heure, pour mettre en place un défibrillateur, mais dès, dès l'alerte quelque part, dès notre arrivée, il y a 1 minute de délai. Est-ce qu'on a 1 minute de délai également pour mettre en place les patchs sans que ça affecte les chances de la survie de la personne? Alors non, clairement pas. Le délai de 1 minute, c'est le délai qui est autorisé pour aller chercher un défibrillateur si on est tout seul, qu'il n'y a pas d'autre aide à proximité directement et où on laisse le patient sans avoir un massage cardiaque. Là, c'est évidemment si l'arrêt cardio-respiratoire a été témoigné la plupart du temps, donc quelqu'un était présent directement et qu'on ne peut pas faire appel à un tiers pour aller chercher un défibrillateur. Maintenant, ce délai de 1 minute, c'est un délai qui est long. Hem, il faut être clair que la perception du temps, pendant qu'on est en train d'effectuer un geste d'urgence et une réanimation en particulier, il y a une perception du temps qui est altérée. Si réellement on prenait le temps de regarder quels étaient les délais qui étaient appliqués, on se rendrait compte qu'on est souvent dans le faux par rapport à ce qu'on s'est imaginé. Pour répondre à votre question de manière claire, le délai le plus court est le meilleur. Tout arrêt de compression thoracique va engendrer une diminution de pression de perfusion au niveau du cœur et du cerveau, et cette diminution de pression de perfusion va engendrer une perte de chance. Donc les first responders ont raison d'être stressés, mais par contre, il ne faut pas être trop stressé avec ça. Il ne faut pas être trop stressé parce que la thérapie qu'on peut faire va compenser finalement le petit délai ou la petite interruption de compression qu'on aura eue. Il faudrait au maximum 10 secondes d'interruption de compression. On essaye de réduire même ce délai à 5 secondes, mais évidemment, certains délais sont parfaitement incompressibles. Typiquement, quand l'AED, le défibrillateur semi-automatique, dit arrêtez les compressions, ne toussez pas le patient ou la patiente, eh bien, il faut arrêter. Parce qu'à nouveau, on l'a dit, si jamais c'est nous qui générons des faux signaux, des artefacts que le défibrillateur va interpréter comme étant un rythme que le patient ou la patiente n'a pas, eh bien là, on va être délétère. On va faire bien plus de mal au patient en
engendrant une thérapie inappropriée en attendant les 4, 5, 6, 10 secondes au grand maximum que le défibrillateur va prendre pour décider s'il doit choquer ou pas. Par contre, évidemment, une fois que le défibrillateur a pris une décision et dit choc recommandé en charge, à ce moment-là, le défibrillateur commence à charger. Sa décision a été prise, il a interprété le rythme, et dans l'intervalle entre le moment où le début de charge commence et où le choc peut être délivré par l'un des sauveteurs, à ce moment-là, on peut reprendre les compressions thoraciques. Alors, nous avons des statistiques qui disent que nous avons 50% de chances de survie si nous opérons sans attendre un massage cardiaque de qualité et 75% de chances de survie supplémentaires si nous utilisons le défibrillateur en plus du massage cardiaque. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ou est-ce que la probabilité d'atteindre l'efficacité optimale du secours, de la réanimation cardiaque est également obtenue en faisant uniquement un massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours qui, eux, peuvent arriver avec un défibrillateur? Alors, le principe, je vous le confirme sans le moindre problème. Les chiffres, j'ai beaucoup de peine à les confirmer étant donné que les chiffres vont énormément dépendre du contexte dans lequel on se trouve. Ce que j'entends par contexte, c'est que en fonction des régions du monde dans lesquelles on se trouve, les systèmes de secours vont être différents. Les pathologies qui vont provoquer les arrêts cardiaques vont être différentes parce que les facteurs de risque de la population vont être différents. Et globalement, pouvoir transférer, sans refaire une étude, des chiffres qui viennent des États-Unis en Europe ou d'Europe en États-Unis ou même d'une région de Suisse à une autre région de Suisse, c'est très compliqué. En revanche, ce que vous dites est parfaitement vrai sur le fait que tous les gestes qui vont être entamés par les first responders avant l'arrivée des secours professionnels en cas d'arrêt cardio-respiratoire vont augmenter les chances de survie. Première des choses, on a dit le massage cardiaque. Là, les chances de survie sont augmentées massivement, ou plutôt elles sont diminuées de manière drastique si personne ne fait rien avant l'arrivée des secours professionnels. Donc globalement, l'action que la brigade sanitaire cantonale, que les médecins d'urgence les plus aguerris pourront avoir s'il n'y a pas eu de massage cardiaque par un first responder ou un témoin avant leur arrivée, ben, ce sont des actions quasiment futiles. Donc, on a beau être ultra formé, si on n'a pas eu ce premier maillon, on ne sert pas à grand chose, il faut être honnête. Par rapport au défibrillateur, vous avez raison également. Le massage cardiaque seul, dans un certain nombre de cas, il va suffire, mais c'est uniquement les cas dans lesquels le défibrillateur ne peut pas choquer. Par contre, dans tous les cas où le défibrillateur peut délivrer un choc, il faudrait l'appliquer le plus vite possible, étant donné que le défibrillateur va, à ce moment-là, permettre au cœur de rebattre de manière naturelle, va permettre au cœur de se recoordonner et d'avoir une action de perfusion au niveau du cœur et du cerveau qui va être efficace. Et c'est vraiment une action de perfusion capitale. Il faut être tout à fait clair que même un massage cardiaque très bien conduit, en ayant toutes les normes de qualité, qui, je rassure d'ailleurs les auditeurs, n'ont pas changé avec les recommandations publiées avant-hier, eh bien, ce massage cardiaque permet en général d'obtenir 25% d'efficacité par rapport à un cœur qui battrait de manière autonome. Donc même si on est très très bon, on n'est jamais aussi bon que ce que la nature a fait. Donc il vaut mieux que notre cœur batte plutôt que ce soit un first responder, un médecin ou n'importe qui, si efficace puisse-t-il être, qui produise une contraction cardiaque ou l'équivalent d'une contraction cardiaque. Très bien, merci. Avez-vous des recommandations de précaution selon l'âge de la personne, selon son état? Est-ce que c'est un enfant, un bébé, une personne enceinte, une personne âgée? Y a-t-il des précautions à prendre? Vous entendez des précautions par rapport à la personne elle-même ou par rapport au sauveteur? Par rapport à la personne en elle-même. Je pense qu'il y a un certain nombre de précautions relativement générales. Et les précautions sont plutôt des précautions de sécurité assez standards, en tout cas pour les sauveteurs. Après, la question, c'est effectivement, est-ce qu'il faut adapter nos manières de faire au profil de la personne qui est prise en charge? Alors, les petits-enfants et les enfants en général sont plus susceptibles de faire un arrêt cardio-respiratoire d'origine hypoxémique. En d'autres termes, c'est l'oxygène qui manque. Ça peut être parce qu'ils s'étouffent pour une raison ou une autre, avec un corps étranger, par exemple, avec malheureusement le jeu du foulard qui donne quelques challenges sur les réseaux sociaux. Et là, c'est extrêmement important d'être très proactif dans la discussion avec les enfants et adolescents.
Et puis, ça peut être une noyade également. Il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent mener à une hypoxie chez les enfants. Dans ces cas-là, le défibrillateur est inutile dans plus de 90% des cas. Et ce qui est utile, évidemment, vu que c'est l'oxygène qui a manqué, c'est de donner de l'oxygène. Donc là, le fait d'être capable de faire des respirations artificielles est quelque chose qui est extrêmement important. Les sauveteurs, eux, ont encore moins de risques par rapport aux enfants que par rapport à la population en général. Alors, les histoires de transmission d'infections entre patients en arrêt cardio-respiratoire et sauveteurs sont excessivement rares. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, tout existe dans la nature, mais mais c'est anecdotique. Donc ça ne doit pas être un frein, et chez l'enfant encore moins. Par rapport aux femmes enceintes, il n'y a pas grand-chose de plus particulier à faire. Le massage cardiaque doit être fait comme chez n'importe qui. Le cœur est refoulé un tout petit peu vers le haut, donc mettre les mains un tout petit peu plus haut, un peu plus au centre du sternum, est quelque chose qui marche peut-être un peu mieux. Mais là, à nouveau, ça dépend si c'est une femme qui est enceinte de 12 semaines ou de 36 semaines. Et puis, il y a également un effet de l'utérus gravide, donc de l'utérus avec toute la cavité de l'enfant, le placenta, qui va comprimer la veine cave inférieure et limiter le retour veineux au niveau du cœur droit. Dans ces cas-là, ça vaut la peine d'avoir, si on a une deuxième personne, d'avoir une pression, gentille évidemment, de l'utérus pour le déplacer sur la gauche de la patiente afin de libérer la veine cave inférieure qui, elle, chemine un peu plus à droite. Si les gens ne s'en souviennent pas, si les sauveteurs ne peuvent pas le faire, ce n'est pas très grave. L'important est de prodiguer un massage cardiaque. Et puis par rapport aux personnes âgées, il n'y a pas beaucoup de recommandations autres. En cas de doute, l'important c'est d'effectuer une réanimation. Et puis évidemment, il arrive que les personnes âgées aient, pour une raison ou une autre, notamment des comorbidités, des directives anticipées qui font qu'elles n'ont pas envie d'avoir une réanimation. Là, le message est très clair, dans le doute, il faut réanimer, mais par contre, non, c'est non. Donc quelqu'un qui s'est prononcé très clairement en disant qu'il ou elle ne souhaitait pas être réanimé ne doit pas être réanimé. Le SRC a pris une position extrêmement claire à ce niveau, avec un avis de droit qui a été publié il y a 2 semaines à peu près. Mais par contre, évidemment, la plupart du temps, on ne le sait pas. Donc tant que les choses ne sont pas connues et actées, on réanime. Et puis évidemment, s'il y a une directive très claire de non-réanimation, mais à nouveau, très clair, à ce moment-là, on ne doit pas réanimer, on ne doit pas poursuivre une réanimation. Docteur Suppan, pouvez-vous nous parler maintenant des enjeux de l'accès public à la défibrillation dans le canton de Genève? Y a-t-il des zones à risque, des zones où il faut davantage desservir des défibrillateurs? À Genève, on est très bien lotis. On a Save a Life, donc on a déjà une énorme chance d'avoir un système de first responder qui fonctionne extrêmement bien et dont l'organisation est remarquable. Donc ça nous aide évidemment beaucoup. Il y a également une prise de conscience, surtout au niveau des communes, pour la mise en place de défibrillateurs dans les zones à risque. Donc ça, c'est également un facteur qui aide énormément. Et puis les lieux de fort passage sont des lieux qui sont bien desservis en défibrillateur actuellement, que ce soit certaines grandes banques. On a eu quelques success stories assez récentes où la défibrillation a permis à des personnes de récupérer un état neurologique normal excessivement vite. Les centres sportifs également sont très bien desservis, les centres commerciaux, les gares, l'aéroport. Donc nous avons en tout cas sur Genève des zones avec une desserte qui est extrêmement bonne. Évidemment, le problème se pose un peu plus dès qu'on s'éloigne des zones bien desservies avec une densité de population importante. Dans ces cas-là, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que ça fait partie de l'ADN d'une grande partie de la population suisse d'adorer se promener en montagne, en forêt ou ailleurs et d'être forcément à distance d'un défibrillateur ou des secours. Dans ces cas-là, les solutions, il y en a pas énormément. Les drones, pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui fonctionne. En tout cas, pas de manière à pouvoir être mise rapidement en production maintenant. Il y a des systèmes qui ont été mis à certains endroits, en Valais, entre autres. Alors, vous me direz, on est à Genève, mais les Genevois adorent aller en Valais également, et puis en France voisine pour se promener. Et en Valais, il y a des chronozones qui ont été définies par l'Organisation cantonale valaisanne des secours, qui sont des zones qui permettent à l'ECVS et donc au 144 Valais de se représenter à quelle distance une personne qui habite à un endroit serait d'un défibrillateur ou d'un premier répondant qui pourrait lui porter secours s'il y avait besoin. Évidemment, les vallées latérales valaisannes sont bien plus éloignées des grands centres
que ne sont même des régions particulièrement éloignées pour nous, comme Hermance, Dardanie, Russin ou autres. Dans ce genre de contexte-là, l'important finalement, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on a des personnes à risque à proximité? Et puis, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir accès à des soins de qualité? Le risque zéro n'existant pas, équiper chaque membre de la population d'un défibrillateur semi-automatique serait une utopie, ne serait vraiment pas quelque chose d'extrêmement acceptable. Donc, il y a une mesure raisonnable finalement à entreprendre et cette mesure, je pense qu'à Genève, elle a été entreprise extrêmement bien. Après, dans les choses importantes par rapport à ces programmes, les recommandations maintenant insistent énormément sur l'impact des pouvoirs publics sur ce genre de programme-là. Mais que ce soit des programmes d'enseignement à la réanimation ou des programmes d'accès à la défibrillation. Pour la défibrillation, comme je vous l'ai dit, on est assez bien lotis au total. Par contre, concernant l'implication des pouvoirs publics dans l'enseignement dès le plus jeune âge des mesures de réanimation, il y a peut-être encore quelques progrès à faire chez nous. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont émané ces derniers temps d'étudiants en médecine. Vous connaissez parfaitement bien, en tout cas, chez Save a Life, Tara Heron, Tout à qui fait. a été l'instigatrice des formations au Basic Life Support pour les étudiants en médecine en première année et qui a permis un recrutement relativement important de first responders, dont la personne qui lui a succédé en droite ligne, qui est Amanta Nasution, que certains d'entre vous connaissent également, et qui lui a lancé un programme d'enseignement dans les écoles primaires des mesures de soins immédiats en réanimation. Il faut être clair qu'il faudrait avoir un peu plus de soutien institutionnel pour pouvoir pérenniser ce type d'action. Il y a des discussions qui sont en cours, qui pour l'instant n'ont pas encore abouti, mais j'ai bon espoir que dans les années qui viennent, ces initiatives qui sont extrêmement utiles et efficaces et qui viennent d'étudiants en médecine extrêmement motivés soient reprises par les institutions et puis puissent être pérennisées finalement pour le bénéfice de la population. Donc, au niveau de la réanimation précoce, qui est donc le premier maillon de la chaîne de secours, on peut dire que le maillage de défibrillateurs dans le canton est efficace, optimal, tandis que le nombre de first responders, la répartition du nombre de first responders dans le canton ne l'est pas encore, puisqu'il nous manque encore 2500 first responders pour atteindre 1% de la population. C'est un résumé qui me paraît extrêmement bon. Le fait de dire que le maillage est optimal, on peut toujours optimiser. Il y a toujours des mesures d'amélioration qui peuvent être mises en place. Mais néanmoins, effectivement, la priorité devrait être mise sur l'augmentation du nombre de first responders et sur la sensibilisation de la population à l'importance de connaître les mesures de premier secours en cas d'urgence. Docteur Suppan, pouvez-vous nous rappeler le protocole du défibrillateur après utilisation? Qu'est-ce qu'on doit faire d'un défibrillateur après son utilisation? Alors, dans l'idéal, il faudrait le rendre à la personne qui a le défibrillateur en charge et qui est propriétaire du défibrillateur pour que cette personne puisse le reconditionner et le remettre rapidement en circulation. Évidemment, il n'est pas toujours possible de retrouver le propriétaire du défibrillateur, surtout si on intervient dans des endroits peu connus, au milieu de la nuit, dans des circonstances un peu compliquées. Et dans ces cas-là, il faut confier le défibrillateur à l'ambulancier SMUR qui, lui, se chargera de transmettre au 144, qui retrouvera ensuite, avec l'aide de Save a Life, le propriétaire pour le reconditionnement. Donc, idéalement, le rendre au propriétaire s'il est identifié pour le reconditionner au plus vite. Et si le propriétaire ne peut pas être trouvé rapidement, le confier au SMUR. Et ensuite, la chaîne passe via le 144, Save a Life, pour à nouveau remettre le défibrillateur à disposition le plus rapidement possible, vu que c'est notre objectif. Merci. Pour conclure, pouvez-vous nous parler des guidelines internationaux qui ont été publiés cette semaine, mercredi? Est-ce que vous aimeriez nous donner un petit résumé de ces guidelines? Alors, nous l'avons déjà brièvement évoqué avant, mais il n'y a pas grand-chose qui change, en fait. Dans les points importants, il y a effectivement l'implication des pouvoirs publics dans les programmes de réanimation, que ce soit l'accès public à la défibrillation ou l'enseignement de la réanimation cardiopulmonaire ou même des mesures de premier secours. Il y a également l'impact des centrales, donc des centrales 144, 15, 112, 911 et autres,
et l'impact que la régulation peut avoir sur la survie. On sait que les régulateurs qui vont guider, comme le 144 Genève le fait très bien, la réanimation à distance, vont permettre d'augmenter la survie de manière majeure. Et puis, il y a également toutes les recommandations de pratiques cliniques directes, mais qui là ne changent pas. Donc, les critères de haute qualité de réanimation et de compression thoracique n'ont pas changé. L'accent a été mis un tout petit peu plus sur le côté ventilation, étant donné qu'on en a parlé, et c'est logique, l'oxygène pour générer de l'énergie doit être présent dans le sang des patients. Chez les patients adultes qui font un arrêt cardio-respiratoire, c'est généralement le cœur qui s'arrête en premier. Là, il y a encore de l'oxygène en circulation. Donc, quand on fait un massage cardiaque, on fait circuler du sang avec de l'oxygène, ce qui permet finalement de générer de l'énergie aux deux endroits clés, le cœur, le cerveau. Chez l'enfant, par contre, vu qu'on l'a dit, c'est généralement le manque d'oxygène qui produit l'arrêt cardiaque, à ce moment-là, les ventilations, l'insufflation d'oxygène devient beaucoup plus importante et l'accent est remis dessus. Il était déjà présent, mais l'accent est remis de manière encore un peu plus importante. Il est important de se souvenir que si on sait faire des ventilations et qu'on donc une respiration artificielle et qu'on se sent en mesure de le faire, on peut le faire, on devrait le faire en ayant un ratio chez l'adulte de 30 pour 2. Par contre, si on n'est pas en mesure de le faire ou qu'on a l'impression qu'on ne va pas être capable de le faire pour une raison ou une autre, et les raisons peuvent être multiples, y compris le fait que malheureusement, les patients qui sont en arrêt cardiaque, pour certains, vont avoir des vomissures au niveau de la bouche, du nez ou autre, eh bien à ce moment-là, il ne faut pas le faire et privilégier en tout cas un massage cardiaque externe continu à une fréquence de 100 à 120 par minute. Et ce massage est à poursuivre jusqu'à l'arrivée des secours professionnels. Eh bien, nous arrivons au terme de ce podcast. Merci beaucoup, docteur Supan, pour votre temps, votre disponibilité. Et nous vous souhaitons, chers First Responders, une excellente journée. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir et merci à vous toutes et tous pour votre engagement au service de la communauté.